Excellence, bonsoir et Bonsoir. merci de nous avoir permis d'avoir cet entretien avec vous. L'actualité est dominée en fin de semaine par le procès de Verdé qui est tombé hier même la journée après une plaidoirie dont la justice condamne M. Hassoumi au dépens. Alors, Monsieur le Président, de quoi s'agit-il concrètement? Je vous remercie, monsieur Mamadou. Voyez-vous, le dimanche, qui est pour nous un des jours de nos réunions habituelles, j'ai convoqué une réunion du bureau politique national du parti pour procéder à un certain nombre d'activités qui sont devenues habituelles et traditionnelles pour les partis politiques, notamment dans une période préélectorale. Était inscrit à l'ordre du jour l'analyse de la situation du pays, l'examen de la situation du parti CDS Rahma et la préparation des élections locales et des élections générales. Puis ensuite les divers. Mais les points les plus importants, ce sont ceux-là. Une convocation a été adressée à l'ensemble des membres du bureau politique national du parti. Et puis, 3 heures avant la tenue de cette réunion, nous avons constaté tout simplement que des forces de l'ordre, une bonne centaine, ont été envoyées au siège du parti, à la place Toumo, à Niamey, chasser les occupants des lieux, la devanture du siège, puis ensuite l'intérieur des locaux également. Il semble qu'ils ont demandé à ce que tout ce qui était dedans sorte. Et puis ensuite, ici, ma résidence également a été encerclée par des éléments qui étaient venus. Et on ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Donc, certains de vos confrères ici sont venus. Il y en a qui ont filmé la scène, aussi bien là que là-bas, au siège du parti. D'autres ont eu à appeler au téléphone. Et c'est comme ça que moi, j'ai su d'ailleurs qu'il y avait cette situation-là. Parce que j'étais à l'intérieur, je me reposais un peu avant l'heure de cette réunion-là. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que il y a là une tentative pour nous empêcher de tenir cette réunion. Et ce n'est même plus une tentative finalement. En fin de compte, je demandais à ce que les constats d'huissier soient faits. Ce qui a été fait, effectivement, les huissiers de justice ont eu à poser des constats et puis certains d'entre vous ont eu à appeler pour avoir des informations. Et voilà ce qui s'est passé. Et on ne comprenait pas pour quelles raisons donc cette réunion a été empêchée. En fin de compte, c'est à travers certains de vos confrères qui ont eu à me téléphoner et à téléphoner aussi au ministre de l'Intérieur que j'ai su que le ministre de l'Intérieur prétend qu'il y a une décision de justice, que les dissidents au sein de mon parti ont gagné et que je ne suis plus président de ce parti. Alors, et le ministre a affirmé qu'il est en train d'exécuter une décision de justice à la demande des militants de ce parti. Alors, vous comprenez que c'est une situation assez surprenante. Et c'est pour cela que finalement, nous avons saisi le juge de référé pour lui demander de constater que le ministre a accompli là une voie de fait et qu'il a causé des troubles manifestement illicites, donc contraires au droit. Et finalement, le tribunal nous a donné raison. Au cours de ce référé, également, il semble que le ministre a fait développer l'idée
que non, M. Maman Ousmane n'est pas le président de ce parti, qu'il n'a pas la qualité pour convoquer une réunion de ce parti-là. Naturellement, ce n'est pas exact. Donc, au vu non seulement des pièces et des documents qui ont été fournis, mais aussi au niveau, disons, de la situation dans laquelle se trouve le CDS Rahama aujourd'hui, mais c'est une évidence que le président du parti, ben, c'est moi. Parce que il semble dire, et lui, et également le ministre Bazoum, que j'ai entendu s'exprimer à la presse, qu'il y a une décision de justice qui est devenue définitive et qui dit que Maman Ousmane n'est plus président du CDS et que le président du CDS c'est tel autre. Moi j'ai été étonné d'apprendre cela. Lui-même d'ailleurs, le ministre Massoudou, il fait un moment où il m'a écrit. Il m'a écrit pour dire, ben écoutez, en vertu de décisions de justice qui sont devenues définitives, vous ne devez plus parler au nom de ce parti dont vous n'êtes plus le président. Et que désormais, il prendra les mesures appropriées, etc. Mais pour vous qui me posez la question, et pour l'opinion aussi, voyez-vous, c'est vrai que CDS Rahama a connu une série de procès, de nombreux procès, pendant 4 années durant. Nous avons épuisé toutes les juridictions que la République du Niger a. Tantôt nous avons gagné, tantôt nous avons perdu, parce qu'il y a des recours qui sont faits à différents niveaux. Mais aussi bien au niveau des décisions de justice qui sont rendues par les tribunaux nigériens et les cours du Niger, qu'au niveau de la décision qui est sortie de la Cour de justice communautaire, la Cour de justice de la CEDEAO. Mais il n'y a aucune décision qui stipule que M. Mahaman Ousmane n'est plus le président du CDS. Aucune. Il n'y a non plus aucune décision qui me fait injonction d'organiser un congrès du parti. Je dis bien aucune décision de justice qui me fait injonction d'organiser un congrès pour qu'on puisse dire que, ah, écoutez, voilà, il a refusé d'obtempérer à une décision de justice qui soit devenue définitive. Il n'y en a aucune. C'est vrai qu'à un moment donné, le congrès tenu le 3 septembre 2011 à Zender a été annulé. Ce congrès, suite à des recours, a été à nouveau validé. Puis, suite à de nouveaux recours, il a été annulé. Et la décision est devenue définitive. Mais cela ne suffit pas pour dire que le président de ce parti n'est plus le président. Pas du tout. Le congrès est annulé, ok, mais la situation qui prévaut, c'est la situation du parti qui prévalait avant la tenue de ce congrès-là. C'est comme ça. Et mes amis, mes camarades ont eu, à un moment donné, à estimer qu'ils peuvent convoquer un congrès et le tenir. Ils l'ont fait. Ils ont, mais de manière indue, convoqué une réunion du bureau politique national, convoqué également une assemblée générale de la délégation nationale. Ils ont également convoqué un congrès. Nous les avons laissés faire et nous avons utilisé les voies de droit. C'est-à-dire, nous avons fait constater la tenue de ces réunions-là
Et nous avons engagé des recours, n'est-ce pas? Le congrès qu'ils ont tenu au mois de septembre, nous l'avons attaqué. Et une décision est sortie. Cette décision, premièrement, nous a reconnu la qualité parce que mes amis ont estimé que non, le président du parti n'est plus Maman Ousmane, il n'a pas qualité, il n'a pas intérêt. Le juge a balayé tout ça pour dire oui, mais enfin, vous-même qui avez organisé ces réunions-là, vous vous êtes prévalu de la qualité de vice-président pour convoquer et présider ces réunions-là. Mais enfin, s'il n'y a pas de président, il ne peut pas y avoir de vice-président. Si certains d'entre vous se prévalent de la qualité de vice-président, alors que le président est là, tout le monde le sait, il n'est pas empêché, vous êtes dans un processus de recours judiciaire, n'est-ce pas? Effectivement, et tout au long de ce processus judiciaire, ben, chacun de vous s'est prévalu d'une certaine qualité. Alors, on ne comprend pas que, comme ça, vous décidiez que lui n'est pas président, ou vous décidiez que, bon, il y a une vacance, ou qu'il y a une... etc., etc. Non, du point de vue de la qualité et du point de vue de l'intérêt, ben, M. Maman Ousmane a bel et bien intérêt, et il a bel et bien la qualité de président du parti, tout comme vous, vous avez la qualité de vice-président. Maintenant, le juge également, deuxièmement, a estimé, quand nous lui avons demandé de constater et de déclarer que le parti CDS Rama se trouve depuis l'installation du Parlement de la 7e République dans le groupe parlementaire de l'ARN, qui lui est le groupe parlementaire de l'opposition politique parlementaire. Le juge l'a constaté et il l'a déclaré. Donc CDS se trouve à l'opposition et le juge l'a reconnu. Maintenant, c'est vrai que le bureau politique qui a été mis en place à l'issue de ce congrès-là n'a pas été annulé, tout simplement parce que les arguments que nous avons développés, le juge a fait ressortir que nous avons fait certaines affirmations dont nous n'avons pas apporté la preuve. Et c'est pour cela que nous avons fait appel de cette décision-là. Il s'agit donc du jugement 299 du 29 avril 2015. Nous avons fait appel. Or, dans notre environnement juridique, lorsqu'un jugement d'un tribunal de grande instance est frappé d'un recours en appel, eh bien, l'article 523 et l'article 527 du Code de procédure civile estiment que, suite à l'effet dévolutif et suspensif de l'appel, ben, les différentes parties en litige devant la justice ben, conservent leur titre et leur qualité, celles qui prévalaient au début du litige, pour que la Cour d'appel examine la situation en fait et en droit pour statuer. Donc ça veut dire que effectivement, du point de vue juridique, du point de vue légal, effectivement, ceux de mes camarades qui ont convoqué et tenu ce congrès-là conservent le titre de vice-président. Et le président, c'est bien moi. Alors, je ne sais pas où le ministre a tiré cette information pour estimer qu'il y a une décision de justice qui est devenue définitive et qui me prive de la qualité de président du parti, ou une décision de justice qui me fait injonction d'organiser un congrès que je n'ai pas tenu,
pour qu'il puisse se prévaloir du droit de m'interdire de parler ou d'agir au nom du CDS Rama. Et c'est pour cela qu'effectivement, j'ai, suite à l'acte qu'il a posé, saisi les juridictions, parce que dans un état de droit, c'est comme ça que ça doit fonctionner. N'est-ce pas? Quand il y a un litige, il faut le soumettre à l'arbitrage des magistrats et puis, n'est-ce pas, attendre la décision. Alors donc, voyez-vous, voilà de quoi il s'agit. Alors, Président, peut-on voir toutes ces manœuvres sous la forme d'un blocus à votre candidature pour les élections générales? Oui, vous le savez. Effectivement, ma candidature effraie aussi bien Massaoudou, Bazoum, que leur patron, Issou Mahamadou. C'est ça le fond du problème. Ils ne veulent pas m'avoir comme candidat concurrent contre le candidat de leur parti. En un mot, c'est ça. Tout simplement parce que dans leur subconscient et dans leur impression, ils se disent, ah oui, mais Maman Ousmane, en termes de compétition politique, nous le connaissons. Si celui-là est candidat en face de nous dans une compétition loyale, on n'a pas beaucoup de chance. Alors, disposant du pouvoir d'État, ils veulent user et abuser, de manière à faire en sorte que M. Mahaman Ousmane, la modeste personne que je suis, ne puisse pas se trouver à compétir avec leur patron. Voilà de quoi il s'agit. Alors, Excellence, Mahaman Ousmane sera-t-il candidat pour les élections prochaines? C'est une question que tous les Nigériens attendent. Vous savez, moi, par pudeur, je n'anticipe pas. Mais sachez que même si je n'ai pas l'intention de me présenter comme candidat, mais compte tenu des agissements que je les vois poser, ils m'incitent à me porter candidat. Oui. Alors je profite de cette occasion pour vous annoncer que je me porterai candidat au sein de mon parti pour compétir aux prochaines élections présidentielles et législatives. Et moi et mes camarades politiques. Si c'est de ça qu'ils craignent ou de ça qu'ils ont peur, à compter d'aujourd'hui, ils peuvent se le tenir pour dit que M. Mahaman Ousmane se présentera, Inch'Allah, comme candidat aux élections locales et générales qui se présenteront avec ses amis politiques. Alors, Excellence, pour finir, une dernière question. Les élections au Niger en 2016, tout le monde, les partenaires exigent à ce que ces élections soient inclusives. Pensez-vous qu'au Niger, peut-on avoir, avec tout ce que nous on est en train de constater aujourd'hui dans la gouvernance, peut-on avoir des élections libres et transparentes et inclusives? Je pense que si l'administration qui nous gouverne aujourd'hui continue dans cette voie, en posant, sans jeu de mots, des actes constitutifs de voie de fait et de troubles manifestement illicites, je pense qu'il sera difficile, effectivement, d'avoir, avec ce train-là, des élections qui soient libres, transparentes, démocratiques, inclusives et apaisées. Et je pense que ça serait très dangereux pour ce pays-là. Et ça serait surtout très dangereux pour les apprentis sorciers qui s'amusent à cet exercice-là, de trafiquer l'expression de la volonté populaire des Nigériens. Parce que voyez-vous, ça fait une vingtaine d'années que ce pays a une pratique d'organisation d'élections libres, transparentes et au niveau desquelles les uns et les autres participent de manière tout à fait libre, pacifique et honnête
et que les citoyens fassent l'arbitrage. Mais voyez-vous, depuis les élections de 2010, ici au Niger, nous constatons un certain nombre de manœuvres visant de manière directe ou indirecte à disqualifier des partis politiques dans le cadre des compétitions aussi bien locales que générales. Souvenez-vous, les dernières élections locales qui ont eu lieu, il y a eu des moments où les élections se sont déroulées sur 2, 3, 4 jours dans certaines communes, n'est-ce pas? Beaucoup de résultats ont été contestés, compromis. Quant aux élections générales, je me souviens encore de l'intervention de M. Bazoum. Vous savez, dès que les listes ont été annoncées comme étant, voilà, les listes déclarées éligibles, M. Bazoum avait, dans une intervention, dit, et je le cite textuellement, que, écoutez, on ne peut pas aller à des élections dans ces conditions-là. Et il a ajouté que si jamais nous allons à des élections avec cette situation de plus de 56%, il n'avait pas dit le taux, je ne me souviens plus, mais quand on a fait le calcul, près de 56%, plus de 56% des listes ont été rejetées, n'est-ce pas, des listes législatives. Or, vous savez que les législatives étaient jumelées aux présidentielles. Eh bien, M. Bazoum, je reprends sa citation, dit, si nous allons à des élections dans ces conditions-là, eh bien, les institutions qui en seront issues ne seront ni représentatives, ni légitimes, ni crédibles. Je n'ai pas l'habitude de jeter des fleurs à M. Bazoum, pour qui j'ai beaucoup d'estime du reste. Mais je dois dire, en toute honnêteté, que M. Bazoum, vraiment, à travers cette déclaration et cette affirmation, que nous avons dû d'ailleurs reprendre pour adresser une lettre commune au président du CSRD d'alors. Mais M. Bazoum a vu juste. Et nous sommes obligés de reconnaître que M. Bazoum a été un visionnaire. Parce qu'effectivement, nous avons été à ces élections-là, dans les circonstances parce que les listes n'ont pas été reprises, aucune correction n'a été amenée. Et nous voilà avec des institutions qui ont exactement les caractéristiques que M. Bazoum a eu à décrire. Elles ne sont ni représentatives, c'est vrai qu'elles ne le sont pas. Aujourd'hui, je suis obligé de reconnaître que Bazoum a été visionnaire et qu'il a dit juste. Elles ne sont ni représentatives, ni légitimes, ni même crédibles. N'eût été, avec notre sagesse et notre tolérance au niveau du Niger, ça aurait été dans un autre pays, vous savez, il y aurait eu des troubles. Nous avons été amenés à contenir les différents soubresauts et à faire en sorte que ces élections se tiennent malgré tout de manière à ce qu'il soit mis fin à la période de transition, conformément à l'engagement que les animateurs de la transition eux-mêmes ont eu à prendre, pour que le Niger soit dans une situation de paix, de tranquillité, et que les uns et les autres, n'est-ce pas, tirent les leçons de manière à apporter les corrections nécessaires pour que les Nigériens soient rassemblés et qu'ils travaillent, disons, dans l'apaisement, mais surtout en respectant et la Constitution, et les lois et règlements de la République. Mais au bout du compte, parce que l'heure du bilan est arrivée déjà, nous constatons qu'il n'en est pas ainsi. Si vous prenez l'exécutif, le président de la République, l'association des constitutionnalistes du Niger a eu à dénombrer, il y a, à ma connaissance, plus d'une année, près d'une centaine de violations caractérisées de la Constitution. Et ça, c'est de la responsabilité
du président de la République qui a prêté serment sur le livre saint de sa confession de respecter et de faire respecter la Constitution. Si vous prenez le législatif, ça c'est juste pour illustrer, ce n'est pas le seul élément. Je peux, si vous m'en donnez l'occasion, relever encore un certain nombre d'éléments. Si vous prenez le législatif, mais là aussi, nous avons été dotés, comme l'a prévu M. Bazoum, d'un législatif qui n'a pas été représentatif et dont la légitimité également est insuffisante. Quant à la crédibilité dont M. Bazoum a parlé, c'est évident que notre Parlement avait perdu sa crédibilité. Bazoum l'avait dit avant. Et pour illustrer ça, écoutez, tout le monde le sait, le président du Parlement a été contraint à l'exil. Le Parlement lui-même est resté pendant la session des lois, qui ne dure que 3 mois. Et bien pendant 1 mois et demi, le Parlement était grippé, bloqué. Donc, encore une fois, Bazoum avait raison. Comment pouvez-vous avoir de la crédibilité? Mais si vous prenez le judiciaire également, mais vous avez suivi tout comme moi, à plusieurs reprises, mais les syndicats des magistrats eux-mêmes s'exprimaient pour tantôt dénoncer une tentative d'instrumentalisation de la justice, tantôt une tentative visant en tout cas à les empêcher, n'est-ce pas, de dire le droit comme il se doit. Ils ont eu à faire des déclarations publiques. D'ailleurs, ils ont même eu à réclamer que M. Massaoud Assimi, pour lequel vous me posez des questions, n'est-ce pas, soit mis à la disposition de la justice pour qu'il réponde d'un certain nombre d'actes dont ils ont estimé que c'est de sa responsabilité. Alors voyez-vous, donc encore une fois, je suis au regret de constater que Bazoum a eu raison. Et c'est pour cela qu'il est important de faire extrêmement attention dans cette période préélectorale, de manière à ce que les conditions pour qu'il puisse y avoir des élections libres, transparentes, inclusives, soient réunies pour avoir des élections apaisées. Parce que voyez-vous, le fichier électoral, il n'est pas des meilleurs. C'est pour cela que l'opposition a demandé à ce qu'il y ait un audit. Si vous prenez la CENI, je l'ai dit déjà, nous estimons que nous n'avons pas une CENI indépendante. Et je l'ai illustré, si vous prenez le bureau élargi de la CENI, sur les 20 membres qu'il comporte, eh bien, l'opposition n'a qu'un seul membre. La société civile, un seul siège. Alors, 2 sur 20. À supposer même que la société civile, vous la mettez dans le camp de l'opposition. Ça ne fera qu'un dixième. Ça ne peut pas être indépendant. C'est-à-dire que tout le reste, c'est le PNDS et ses suppôts, ainsi que l'administration, qui elle-même, n'est-ce pas, est politisée, et les cadres qui, pour la plupart, représentent l'administration, ont été positionnés suite à des opérations de marchandage et de chantage. Donc, nous n'avons pas une CENI véritablement indépendante. Si vous prenez le calendrier électoral, nous estimons que ce calendrier électoral est en violation de la loi. Parce que tout simplement, vous avez les élections locales qui ont eu lieu à telle date, puis les élections générales à telle autre date. Et les 2 élections ont un mandat de 5 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, normalement, ces élections doivent se tenir comme ça. Eh bien, les princes qui nous gouvernent, plutôt que de conserver ça, veulent faire comme ça. En violation de la loi. Les textes disent que les mandats des élus courent à partir de la date de la proclamation des résultats par les juridictions. Donc, vous comptez 5 ans après cela. Mais non. Maintenant, on nous dit non, il faut commencer la computation des délais à partir de la date de l'installation, ce qui n'a pas de sens.
Si vous appliquez ça au niveau de l'Assemblée, supposons que, M. Madougou, vous soyez élu député. Le 1er janvier, vous avez été proclamé, déclaré élu député. Alors si on vous dit, ben, écoutez, votre mandat ne va commencer à courir qu'à partir de l'installation du Parlement. Supposons que la date de l'installation du Parlement soit le 10 janvier. Eh bien, ça veut dire qu'entre le 1er janvier, où la juridiction a proclamé que vous êtes député élu conformément aux lois, et la date du 10 janvier, pour eux, ça veut dire que vous n'êtes pas député. Eh bien, si vous n'êtes pas député, ça veut dire le 10 janvier, à la date de l'installation du Parlement. Mais vous ne pouvez pas être installé avec les autres. C'est-à-dire que cette assemblée ne pourra pas être installée du tout. Parce que pour que l'assemblée soit installée, elle ne peut être installée qu'avec des députés élus qui ont un mandat qui court. Ça veut dire qu'à la date du 10 janvier, et vous et tous les autres 100 et quelques députés élus, ben, vous ne pouvez même pas accéder à la salle, puisque vous n'avez pas la qualité de député. À plus forte raison de tenir une séance, à plus forte raison avoir parmi vous quelqu'un qui va dire, bon, moi je me porte candidat à la présidence de l'Assemblée, ou je me porte candidat à la présidence de la commission des lois ou de la commission des finances. Non, puisque l'Assemblée n'étant pas installée et que votre mandat ne doit courir qu'à partir de l'installation de... Donc nous allons nous trouver devant une situation bloquée. Mais enfin, les princes qui nous gouvernent sont en train de conduire ce pays dans une situation qui risque de nous amener droit au mur, avec des blocages dont on ne sait pas comment on va. Tout simplement avec des calculs politiciens, en pensant que, bon, au lieu de respecter le calendrier normalement, tel que la Constitution et les lois l'ont stipulé, non, il faut faire comme ça, de manière à faire les présidentielles d'abord, en espérant qu'ils vont gagner, et puis ensuite également faire les autres élections, en violation de la loi, mais en violation du bon sens et de la raison. C'est pour cela que nous sommes très inquiets dans cette période préélectorale en ce qui concerne l'avenir de ce pays par rapport à la gestion des princes qui nous gouvernent aujourd'hui. Mais si je prends également le CNDP, qui est une institution importante, qui est le cadre pour le dialogue politique, qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer et de trouver le consensus nécessaire pour que les choses se déroulent bien. Bon, le dialogue politique est bloqué. Or, vous le savez très bien, lorsqu'il n'y a plus de dialogue, eh bien, il y a là un danger. Parce que c'est du dialogue que naît la compréhension entre les hommes. Et c'est de la compréhension entre les hommes que naît l'esprit de paix. Alors, si le dialogue politique est bloqué ou compromis, eh bien, ils exposent le pays à des risques, avec des conséquences incalculables. Que Dieu nous en préserve. Alors, une dernière question. Votre candidature, c'est au titre de la CDS ou bien d'une autre formation? Ben, le tribunal vient de... Ben, vous avez beaucoup de partis d'ailleurs qui me proposent d'être leur candidat. Je saisis cette occasion pour les remercier. Mais sachez qu'un candidat peut être soutenu par plusieurs formations politiques. Mais je vous annonce, le tribunal vient de confirmer, à travers la décision dont vous parlez, que le président de ce parti, le CDS Rama, c'est bien ma modeste personne. Eh bien, je me porterai candidat au titre de ce parti et je ne refuserai pas le soutien des autres partis frères, amis et alliés qui
me l'ont déjà proposé. Et que Dieu nous assiste. Amen. Machallah. Je vous